Bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Merci de nous recevoir chez vous pour cette émission spéciale consacrée aux 63 ans d'indépendance du Mali. Nous verrons avec nos invités tout au long de cette émission quel bilan tiré de ces 63 ans d'indépendance du Mali. Nous jetterons un regard sur le système éducatif, la gouvernance, l'économie, la justice, la démographie, entre autres. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandé TV mes invités, Dr Abdoulaye Sall. Bonjour, Monsieur Sall. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Dr Abdoulaye Sall est le président du Cercle de réflexion et de l'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. Ancien ministre, ancien directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Tout est un plaisir pour moi. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Vraiment. Notre deuxième invité est Monsieur Dr Gaoussou Diarra, professeur à l'université de Bamako en faculté de droit privé. Ancien conseiller technique au cabinet du Premier ministre, ancien diplomate, pour ne citer que cela. Monsieur Gaoussou, oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci. Merci de vous rendre disponible. Et je souligne ici, chers téléspectateurs de Mandé TV, que je me limite qu'à cela, sinon c'est des personnes qui ont une casquette très fournie. Ils ont publié, écrit beaucoup dans leur domaine, dans leur expérience, pour ce qu'ils peuvent apporter à la jeunesse et au Mali. Voilà. On est sur le plateau de Mandé TV, cette émission spéciale consacrée à l'indépendance du Mali, les 63 ans d'indépendance du Mali. Nous ferons un bilan et un regard sur, jeterons quelques perspectives à nos téléspectateurs. Ancienne colonie française, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960 après l'éclatement de la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal et la République soudanaise. Docteur Sall, Monsieur Gaoussou Diarra, quelle analyse faites-vous du Mali? Bon, je commencerai d'abord par m'incliner en ces moments extrêmement difficiles pour notre pays, avec les différentes attaques que nous venons de vivre et qui ciblent des populations civiles. Et ceci est extrêmement important. Donc je m'incline à la mémoire, nous nous inclinons à la mémoire de tous les disparus et ceux qui sont également blessés et prompt rétablissement. Et nous exhortons aux Maliens et aux Maliens d'être unis. Et quand tu parles en réalité du Mali, ça me rappelle en réalité la devise du Mali. Un peuple, un but, une foi. Donc plus que jamais, nous devons inscrire, n'est-ce pas, cette devise du Mali dans nos comportements, dans notre esprit, je peux même dire dans notre ADN. J'ajouterais que en fait le Mali s'appelait République soudanaise. Et c'est en tant que République soudanaise, c'est-à-dire avec son autonomie dans le cadre de la communauté française, suite au référendum de septembre 58, que la République soudanaise a dit oui pour être dans la communauté et que ça concernait pratiquement les 14 États, les ex-territoires, Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française. Et que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'indépendance d'un de ces États ou d'un de ces territoires sans parler des autres États et des autres territoires parce qu'ils étaient tous dans le cadre de la communauté française, à part la Guinée qui a dit non, n'est-ce pas, au référendum de 58, tous les 13 autres États ont dit oui pour être dans la communauté française. Donc c'est dans le cadre de la communauté française que je peux dire que la République soudanaise a négocié son indépendance dans le cadre de sa fédération
avec le Sénégal. Vous savez très bien que également le Dahomey, n'est-ce pas, et le Niger étaient également partants, mais qui ont quitté pour rejoindre la Côte d'Ivoire et constituer ce qu'on appelle le Conseil de l'Entente. Autrement dit, le Mali est né dans la souffrance. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Merci beaucoup, Dr Sall. Monsieur Diarra, Dr Diarra. Oui, pour me joindre au Dr Sall pour la minute de silence pour nos victimes. Nous avons beaucoup de compassion. Nous nous inclinons aussi pour cet état de fait et marquer notre solidarité avec le gouvernement et le peuple malien à cet effet. Pour aller très rapidement, pour prendre la suite du docteur Sall, pour dire qu'en 1958, c'est le général de Gaulle qui a initié la loi 4 de 1958, où lui-même il disait que c'était une démarche assez spéciale, exceptionnelle, où il a proposé aux colonies et autres un référendum en 1958 pour le oui ou le non. Et le oui, beaucoup de pays y sont allés, dont le Mali, où il disait que même avec ce oui, il y avait une autonomie d'abord, et en 1960, tous les pays africains sont devenus indépendants. C'est pour préciser à cet effet, oui. Et ensuite, en 1900, comme il a dit, suite à l'éclatement de la Fédération du Mali, il y a eu le congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA. Et après ce congrès, le Mali indépendant est né, et le président Modibo, dans un discours altier, épique, disait que la République soudanaise, comme il a dit, s'appellera désormais la République du Mali, libre de tout engagement et lien vis-à-vis de la France. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur Diarra. On a très bien compris. Le premier président, c'était bien feu Modibo Keïta. Il prenait pour un régime socialiste, quand même, qui n'existe plus aujourd'hui. On peut dire ça. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à cela? Ce régime socialiste, c'était un peu utopique ou c'était un rêve énorme, irréalisable ou bien? Merci. Et Fadima, moi je pense qu'avec la distance du temps, 63 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous avons vu des régimes socialistes. À l'époque, l'Union soviétique, avec son régime socialiste et autres, a atteint et a rendu le monde bipopulaire. Et maintenant, avec le recul du temps, ça paraît une notion assez dépassée, périmée aussi par une certaine jeunesse. C'est-à-dire, comme il a dit, moi j'ai compris que le régime socialiste, c'était par choix stratégique. Le choix stratégique, c'était pour la production et la productivité. Alors, j'ai lu quand le président Modibo, dans le cadre du non-alignement, a rencontré avec Nehru le président John Kennedy, et Modibo, avec sa rencontre avec John Kennedy, et John Kennedy a été émerveillé, où il a dit qu'il a trouvé en face de lui un homme avisé, très intelligent. Il a dit, et il a demandé en anecdote au président Modibo, pourquoi vous n'êtes pas capitaliste, pourquoi vous ne choisissez pas? Le président Modibo a répondu que non, je n'ai pas de capitaux, je ne peux pas être capitaliste. Donc capitaliste, et le Mali, c'était la voie choisie par le Mali, c'était la voie, peut-être, où on avait vu des exemples à travers le monde, comme l'Union soviétique, qui avait percé en moins de 50 ans. Voilà, c'est ce qui a amené peut-être ces pays, et en raison même de nos structures et de nos structures sociales, on avait des tendances assez socialistes. Et je précise que le mot socialisme africain vient du président Senghor. Et Senghor l'a dit en tenant compte de nos réalités et de beaucoup de facteurs. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Docteur Sall, ce régime socialiste d'époque qui n'a pas perduré, si on peut dire ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a réellement pas pu se mettre en place?
Pourtant, c'est une politique qui, d'après ce qu'on entend et ce qu'on voit, est assez positive. Mais ça n'a pas pu se mettre en place, selon vous? Bon, moi, je pense que quand on s'attaque à des problématiques comme celle-ci, il faut toujours faire une analyse diachronique et synchronique, c'est-à-dire à travers le temps. Parce que s'il y a eu les indépendances en 1960, ça veut dire que ces pays ont été également aidés dans le cadre de la décolonisation, parce que c'était des ex-colonies. Et on a commencé qu'à lancer, n'est-ce pas, cette lutte farouche contre la colonisation, que justement après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand vous prenez la Deuxième Guerre mondiale 1945, ce sont les pays socialistes qui ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, des pays comme le Mali, c'est-à-dire ce qu'on appelle le groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca était pour que l'Afrique aille en indépendance avec l'Afrique des peuples et non pas l'Afrique des gouvernements. Et là, il y avait des personnalités comme Modibo Keïta, comme Nkrumah, comme Sékou Touré. Mais il y avait le groupe de Monrovia avec l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, qui était pour l'Afrique des gouvernements. Mais quand on est allé à l'indépendance, vous comprenez, nous n'avons pas réussi, le Mali n'a pas réussi cette fédération. Donc le oui, quand vous interrogez les témoins de l'indépendance du Mali, ils vous diront que le oui du Mali était un oui stratégique. Oui stratégique, le temps d'aller à l'indépendance au sein de la communauté, vouloir comment on peut également élargir, n'est-ce pas, cette fédération du Mali au-delà de la République soudanaise et de la République sénégalaise, ce que certainement la France a dû comprendre pour que cette fédération ne dure pas plus d'un mois, en réalité. Et quand maintenant ça a éclaté, vous comprenez, c'est la rupture d'abord entre la République soudanaise et la République sénégalaise, parce que si vous prenez bien le congrès extraordinaire de l'USRIA qui a permis de proclamer le 22 septembre 1960, date de l'indépendance du Mali. Donc il y a eu en réalité ce congrès d'abord politique au niveau de l'actuel lycée technique. Et après, les congressistes se sont déplacés pour aller à l'Assemblée législative, la première Assemblée nationale du Mali, l'Assemblée législative, pour donner à cette indépendance sa forme juridique. Donc ça veut dire que le point de rupture entre, n'est-ce pas, l'Occident et le Mali, et l'option du Mali pour aller vers le bloc socialiste, part de là. Mais maintenant, dans la pratique, c'est autre chose. Je sais pourquoi je vous dis qu'il ne faut jamais prendre l'indépendance des 14 États africains de façon individuelle. Soit nous partons ensemble, soit nous mourons ensemble. Donc le Mali seul, vous voyez tout ce que la Guinée a connu également comme représailles, le fait qu'il ait cité, non. Bon, disons, le socialisme en réalité a fait son temps, vous comprenez. Mais le Mali était pratiquement, si je dis seul, parmi, n'est-ce pas, les pays, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest tels qu'on les connaît, pour être, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc c'est le prolongement des antagonismes qu'il y avait entre les deux blocs, le bloc occidental et le bloc socialiste. Mais vous avez vu que le Mali était dans la zone franc, est sorti de la zone franc, a réintégré avant même 68 la zone franc avec des représailles, parce qu'on a dévalué le franc, CFA de 50% pour nous. Alors, donc c'est toutes ces questions de conviction, de vision pour, n'est-ce pas, un Mali qui soit un Mali indépendant, souverain, qu'il faut inscrire ces expériences avec la partie socialiste. J'ai dit, ce n'est pas un échec. Pourquoi? Je me souviens, en 78, j'étais le chef de section accord culturel au niveau du ministère des Affaires étrangères du Mali. Mais la Russie nous donnait par exemple 200 bourses par an. Combien de Maliens ont été formés dans ces pays socialistes et qui sont venus servir le Mali? Mais toutes les recherches minières qui ont eu lieu au Mali, c'est avec la Russie. Donc je peux dire que c'est pourquoi je dis de faire une analyse diachronique. Il y a eu un moment, et vous allez prendre le coup d'État qui a eu lieu en 68, ce n'est pas propre au Mali seul. On peut dire depuis la chute de Kwame Nkrumah en 1967, il y a eu des séries de coups d'État pratiquement dans tous les ex-pays de l'ex-AOF, sauf des pays comme le Sénégal ou comme le Gabon. Tout à fait. Voilà.
Tout à fait. Alors, vous avez parlé de coup d'État et très souvent en Afrique, on se dit que quand il y a un coup d'État, c'est un problème de gouvernance et tout. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez faire le fil de la gouvernance de Modibo à maintenant pendant ces 63 ans du Mali, l'âge actuellement de la République du Mali, les 63 ans, la gouvernance. Est-ce qu'on peut comparer les gouvernés et les gouvernants en ce moment? Bon, vous savez, il faut faire beaucoup attention. Quand moi j'entends les gens dire aujourd'hui que le Mali est en guerre, le Mali est en guerre. Mais le Mali est en guerre depuis le 22 septembre 1960. Parce que quand vous parlez d'indépendance, elle n'est pas d'abord politique. Elle est d'abord culturelle, c'est-à-dire dans la tête. Culturelle, c'est quoi? C'est comment enraciner votre système démocratique dans vos traditions, dans vos cultures, dans vos us de tradition. Vous ne pouvez pas avoir de l'indépendance en se comportant culturellement comme celui qui vous a colonisé ou comme d'autres pays, sans être vous-même. Ceci est extrêmement important. Ensuite, l'indépendance, elle est économique. Il faut produire. Produire pourquoi? Pour qu'il y ait des richesses. Produire pourquoi? Ces richesses-là, il faut les répartir équitablement entre les fils Justement, du pays. Dans ce temps, à cette époque-là, comment vous pouvez qualifier la gouvernance qui se faisait en ce moment? C'est vrai que vous venez de dire tout ça, on avait besoin d'indépendance, il fallait que mentalement le citoyen malien soit déjà indépendant, mais ça s'est imposé à la population malienne. Il fallait bien gérer cette gouvernance. Mais c'est-à-dire vous passez de l'indépendance à la souveraineté. Et la souveraineté, elle est d'abord culturelle, ensuite économique, sociale et politique. Vous comprenez? Mais si vous n'arrivez pas vous-même à produire ce que vous devez consommer et à consommer ce que vous produisez, il y a déjà un grand problème. Un problème. Et je vous dis, 63 ans, c'est peu dans la vie d'une nation. D'une nation. C'est beaucoup, c'est peu. C'est beaucoup si on ne se réfère pas, si on ne tire pas les bons enseignements de nos échecs et de nos succès. D'accord. C'est peu si nous arrivons à prendre des raccourcis. Prendre des raccourcis, ça veut dire quoi? Comment des pays comme, je prends des pays comme la Chine, autres, ont pu, en 20 ans, 30 ans, être à ce niveau de développement. Et je pense que ça ne peut passer que par ce que j'appelle la transition culturelle, qui doit nous conduire à la transition économique et sociale et vers la transition politique. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas avoir votre indépendance politique en étant incapable vous-même de concevoir, d'élaborer et d'inventer votre système démocratique. Et vous allez voir que toutes les constitutions qui sont nées après les indépendances dans les pays francophones, mais ce n'est pas le copie de la Constitution française de 1958, comme vient le dire le professeur. Mais la Constitution française de 1958, mais c'est l'œuvre de deux personnalités. Michel Debré, qui était le Premier ministre, et Charles de Gaulle. Et ils ont fait cette Constitution de 1958 à leur image. C'est pourquoi le président Mitterrand, toute sa vie, quand il était dans l'opposition, il parlait de coup d'État permanent. Il dit que cette constitution de 1958, cette constitution française, est un coup d'État permanent. Mais quand lui-même il est venu au pouvoir, mais il n'a rien changé parce qu'il se trouvait conforté avec ce système qui fait en réalité du président de la République, comme ils le disent en France, un monarque républicain. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, docteur Sall, docteur Diarra. Oui. La gouvernance, la politique pendant cette période. Oui, d'abord, moi, je voulais juste, après le docteur Sall, préciser que le 8, comme il a bien précisé, le 8 était à peu près stratégique. Et le 8, à l'époque, les Maliens en parlaient très rapidement. Et quand le général de Gaulle a été à Dakar, une délégation malienne conduite par Mamadou Madira Keïta, à l'époque ministre de l'Intérieur, après un entretien avec le général de Gaulle, les Maliens ont compris, très intelligent, qu'il fallait aller vers le 8. Et les gens oublient que dans la Constitution de 1958, il y avait un article qui prévoyait qu'après l'autonomie, les pays allaient aller à l'indépendance. 2 ans après. Et 1958, on a vu qu'en 1960, toute l'Afrique est devenue indépendante. Si vous relevez un peu. Bon, ensuite, vous avez dit sur la gouvernance. Exactement. Tout ce cheminement, docteur Sall vient d'évoquer qu'il fallait déjà... Moi, je vais prendre peut-être la monnaie. C'est ça vous... Allez-y, je vous suis. La monnaie, c'était une forme d'expression de décolonisation économique. La monnaie,
La monnaie, le franc malien, le que franc Modibo a tenté de mettre sur place. Et moi, je trouve que c'était... Vous centrez la gouvernance politique à partir de la monnaie. De la monnaie. D'accord. La monnaie a été une audace inhumaine à l'époque, pour que, après quelque temps, une année après, le Mali a tenté, parce qu'un pays, pour avoir une souveraineté nette, une souveraineté précise, il faut battre sa monnaie. Toute souveraineté s'accompagne fondamentalement avec la philosophie de battre une monnaie nationale, le droit régalien de créer la monnaie nationale. Et le Mali a créé le franc malien en 62, 1er juillet 62, qui était l'un des attributs essentiels de la souveraineté nationale et internationale. Et à l'époque, la création de cette monnaie était devenue un chardon dans le pantalon de ces anciens maîtres et colonisés. Et du coup, qui peut-être est même au niveau du contexte, qui irritait le contexte international. Un pays nouvellement indépendant tient la dragée haute et fait le pied de nez à ses voisins dits libéraux. Je ne citerai pas de pays. Et cette monnaie, au fur et à mesure, a fait ses preuves. Et les gens vous diront peut-être que cette génération est en train de partir. Il y a une extinction que avec le franc, ce qu'on pouvait faire avec le franc malien, on ne pouvait pas le faire avec le franc CFA. Ensuite, on a mis les bâtons dans les roues. Tout le monde sait comment ça se passait et autres. Et le régime de l'Union RDA a été bloqué économiquement. Avec la dette intérieure, la dette extérieure. Il y a eu beaucoup. Et le Mali, comme il a dit le professeur Sall, a fait un retour dans la zone franc. Et après ce retour dans la zone franc, après des négociations, il a dit, M. Sall, qu'il y a une dévaluation qui est montée jusqu'à 50%. Et quand le général de Gaulle, j'ai lu un peu les mémoires de Focard, Jacques Focard. Tout le monde sait qui il est, c'était l'arrière-cour de l'Élysée qui s'occupait de l'Afrique. Et de Gaulle l'a appelé pour lui dire, mais je ne suis pas d'accord avec les Maliens, mais vous avez été très, très sévère, 50%, comment ils vont vivre 50%, et c'est dans ce contexte de difficultés économiques que un des facteurs essentiels est que le coup d'État est intervenu. Donc la monnaie, pour moi, la monnaie c'était le premier signe de souveraineté d'un pays, un instrument de décolonisation économique qui est aujourd'hui remis en place. On a un débat pour le retour à la monnaie nationale. Mais moi, je dirais une monnaie africaine, mais c'est ce qui peut-être... D'accord. Voilà. D'accord, docteur Diarra, j'ai compris. Mais en cette période-là, parce que à écouter docteur Sall, évidemment, c'était de dire pourquoi le Mali n'a pas pu être en ce moment assez solide, parce qu'il fallait une économie bien assise, il fallait une politique, ou des politiques même assez bien tracées. L'administration, comment ça se passait en cette période? L'administration arrivait à fonctionner, on avait une administration assez forte. Oui. Les élites, on les comptait, c'est pas comme maintenant. La population, pendant les indépendances, on touchait à peine 5 347 000, oui, je crois. C'est ce que je vais vous dire. On dit en réalité un État, c'est 3 éléments conçus. Un pouvoir politique, une population et un territoire. Mais on dit qu'un État, c'est sa géographie. Le Mali est un pays enclavé. Plus de 1 241 258 km². Ça n'a pas changé. On était 3 500 000 au moment où on allait à l'indépendance. Aujourd'hui, on est plus de 22 500 000. Autant le Mali est enclavé, le Burkina est enclavé, le Niger est enclavé. Donc, le système capitaliste a fait en sorte, de façon que ces 3 pays qui sont enclavés soient des purs consommateurs. Et consommateurs à partir d'où? Des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est pourquoi vous voyez qu'on n'a pas pu développer les industries chez nous. Vous voyez tous ces bâtiments que nous avons aujourd'hui dans la zone ACI. Les ciments sortent où? Le Sénégal a bâti, construit, n'est-ce pas, une cimenterie qu'on appelle les ciments du Sahel. Donc destinée seulement à approvisionner les pays du Sahel en ciment. Alors que nous, on avait la Socima ici. On a toutes les matières premières.
mais parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le Mali puisse s'industrialiser pour ne pas être exclusivement des consommateurs. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est d'abord culturel qu'on comprenne ça, ensuite économique. Toutes les questions, toutes les difficultés que nous avons eues, c'est des difficultés d'ordre culturel et économique. En Kanta, en RLA, en cas Baraké, Nanye Baraké, nous faisons sur la Katla, Djamradou, Nignon, Beka, Douni Fata. Maintenant, si vous prenez la Première République, on parle en ce moment de parti-État. Parti-État. C'est-à-dire un parti qui, constitutionnellement, ne doit pas être unique, mais dans la recherche de l'opérationnalisation de la devise du Mali, un peuple, un but, une foi, les autres partis se sont alliés à l'Union souveraine pour former un seul parti. Mais la Constitution du 22 septembre 1960, c'était le multipartisme intégral, la création de plusieurs associations. Donc vous voyez, la lettre et l'esprit de la Constitution du 22 septembre 1960 étaient en déphasage avec les pratiques politiques. Parce qu'on avait mis en place un système de parti. On avait même supprimé, interdit le commerce privé. Or, si nous prenons notre histoire, il est dit depuis Kouroukanfouga, etc., Nimoube Sénéke, Oka Sénéke, Nimoube Djagoke. C'est-à-dire le Mali est une société libérale. Travailler, être libre, etc. Mais on a voulu mettre en place, en fait, un système de parti État. Malheureusement, quand il y a eu le coup d'État de 1968... C'était dirigé avec l'administration. Bon, l'administration, c'est-à-dire qu'en réalité, l'administration et le parti fait un seul corps, en réalité. Vous aviez à l'époque, même si vous étiez gendarme, vous étiez militaire, vous étiez policier, vous étiez des militants du parti. Or, on sait très bien qu'il fallait faire la distinction entre les civils. Ensuite, on a créé des structures qui n'étaient pas prévues dans la Constitution du 22 septembre, comme la création des milices populaires, etc. Ça a amené des choses, des déphasages entre la Constitution elle-même et les pratiques politiques. Donc, ça a posé des problèmes. Tout ça, c'est dans la recherche de l'opérationnalisation de la devise du Mali. Comment opérationnaliser la devise un peuple, un but. C'est pourquoi je n'aime pas mener, n'est-ce pas, donner des avis sur mes pères, les pionniers de l'indépendance. Ils ont déjà beaucoup fait. Ils n'avaient pas de cadre. Ils n'avaient pas de cadre. Malgré qu'il n'y ait pas de cadre, ils ont pu quand même tenir front pour pouvoir nous autres nous former. Je suis un enfant de la réforme de 1962, avec la doctrine, avec tout ce qu'il y a. L'amour de la patrie que nous avons, tout ça, c'est à travers les programmes, les formations idéologiques, politiques qu'on nous enseignait, qui avaient les mêmes coefficients que nos matières premières. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, nos papas. Il faut le dire. C'est pourquoi je n'aime pas donner des avis sur ça. Mais il y avait un déphasage entre ce qui est dit dans la Constitution et ce qui s'est fait dans les pratiques politiques. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un parti-État. Mais il se trouve que quand il y a eu le coup d'État et qu'on a créé, à partir de la Constitution de la deuxième République du 2 juin, on a créé un État-parti. Parce que dans cette Constitution, il est dit que l'UDPM est la première institution de la République. Or, dans un État démocratique, un parti ne peut pas être la première institution de la République. La première institution est le président, les institutions constitutionnelles que vous voyez. Donc, il y a eu toujours ce déphasage entre les pratiques politiques et ce qui est juridiquement dit dans les constitutions. Bon, je pense qu'il faut qu'on sorte ce que j'appelle de la guerre des républiques. Et que nous acheminons vers cette nouvelle république que nous venons de mettre en œuvre, la 4e république, avec les enjeux, les défis et les perspectives du 21e siècle. On y arrive. Vraiment, je ne veux pas le passer là. On y arrivera, on est obligé de faire ce petit parcours pour en sortir un bilan. Voilà, Docteur Diarra, oui. Sur la politique économique de l'Union souveraine RDA, où il a dit que le commerce privé, bon, moi je vais nuancer, n'était pas supprimé. Il y avait certaines politiques qu'on a menées, il y a eu des résultats économiques tangibles, comme il a dit, les dirigeants de l'Union souveraine RDA. Il n'y avait pas plus de 10 ingénieurs de 60 à 68. Maintenant, mais le RDA a été en flèche et en pointe avec des résultats tangibles, prouvés et mémorables. En politique, c'est le résultat qui est le premier tribunal, élément d'appréciation. Il y a eu le plan quinquennal, ce qu'on a appelé le plan quinquennal. Ce n'était pas dans le vent, le plan quinquennal était là pour mettre en place
une politique de développement économique et social et 4 ans de plan quinquennal avec la création des sociétés et entreprises d'État. Je crois 27 ou 28 sociétés jusqu'à 30 ont été créées. Et ces sociétés créées, c'était pour mettre fin ou diminuer considérablement l'importation, surtout l'importation des pays africains, contre la sortie des devises. Il y a eu la SOMIEX. La SOMIEX, c'est le plus grand marqueur. La SOMIEX, le plus grand marqueur à ce fait, la SOMIEX a été créée dans le but destiné de mettre fin aux super bénéfices que réalisaient les commerçants. Ça a combien défier toute concurrence. Donc, et à partir de là, quand la SOMIEX a été créée, le prix du sucre et la SOMIEX était assurée la distribution sur toute l'étendue du territoire en produits de première nécessité. Le prix du sucre était vendu au même prix à Bamako, à Gao, à Kidal et un peu partout. Je pense que c'est une tentative de politique menée parce qu'ils sortent d'une économie de traite coloniale. Et l'Union soigneuse a tenté fondamentalement de transformer cette politique de traite dans tous les domaines en s'engageant fondamentalement dans la modernisation du pays. Dans le cadre de l'Office du Niger a été nationalisé dans le cadre de la réforme rurale et un système d'intervention de l'État avec les tons villageois. Ces tentatives étaient là. Moi, je crois, sur ce plan, je pense qu'on peut dire que le RDA a tenté une politique économique sous-tendue par le plan quinquennal, après qui a été la marque de fabrique, à tort ou à raison, de tous les régimes qui ont succédé à l'Union soigneuse. D'accord. Merci beaucoup, docteur Diarra, pour cette petite précision-là. Moi, je voudrais un peu revenir, parce que au Mali, on a eu des crises politiques, on a eu des crises institutionnelles. C'est la conséquence du processus ou des processus démocratiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, le discours que les panafricanistes ou même les Maliens ont, c'est de pouvoir avoir une démocratie à notre image, à l'image malienne, à l'image africaine. Les processus se sont acheminés, a eu tout un parcours. Est-ce que c'est dès le départ que ça n'a pas marché, ou est-ce que il faut toujours revoir un petit peu en arrière pour pouvoir construire l'avenir, docteur Sall? Vous ne direz pas le contraire quand même? Non, mais bon, je ne veux pas parler du plan quinquennal de 61. Samir Amin était là pour aider le Mali et élaborer ce. Mais lisez le livre qu'il a publié après, l'Afrique de l'Ouest bloquée, le Niger, et plutôt le Mali, le Burkina et la Guinée et le Ghana, tout est dedans, tout ce qu'il y a eu comme problème. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on s'attarde, de mon point de vue, sur le passé. Ce qui intéresse aujourd'hui nos enfants et nos petits-enfants, c'est les problèmes auxquels ils font face aujourd'hui. Nous, quand on sortait de l'école normale secondaire, ou même quand les élèves sortaient de l'ENA et autres là, déjà l'État lui-même est pressé de les embaucher, de les prendre. Parce qu'on avait besoin de cadres. Mais aujourd'hui, combien d'enfants sortent de nos universités, de nos écoles, de nos grandes écoles, et qui n'arrivent pas à avoir d'emploi? Voilà les vrais problèmes du XXIe siècle. On n'est plus au XXe siècle. On est au XXIe siècle, et c'est le siècle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il y a 3 enjeux. Il y a les enjeux de l'opinion. Au XXe siècle, c'était une personne, une voix. Si vous parlez de temps de l'USRDA, de l'UDPM, autres là, c'était une personne, une voix. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qui forment et phagocytent aujourd'hui l'opinion, mais c'est les réseaux sociaux. C'est une réalité. Après, il y a la manipulation. On vous manipule. On vous met dans des trucs. Après, vous-même, vous demandez comment je me suis trouvé. Comment trouver des solutions à la manipulation. Et ensuite, il y a le 3e que j'appelle le cul de sac. Borodjou, le fond du sac. Une fois que vous commencez une activité, vous arrivez au fond du sac. Il ne faut pas chercher à déchirer le fond du sac. Il faut chercher à dialoguer et à vous retourner. Notre problème, c'est le déficit de dialogue. Les systèmes de parti unique, c'est le monologue. Ce que le parti dit, c'est la pensée unique. Tout le monde le fait. Après ça, on est venu au dialogue.
Au dialogue, on a réduit les institutions de la République aux institutions seulement qui sont citées dans la Constitution. Sinon, l'école est bien une institution de la République, mais ce n'est pas une institution constitutionnelle. L'armée est bien une institution de la République, ce n'est pas une institution constitutionnelle. Mais on a vu également que dans nos pratiques démocratiques durant les 30 années, sur les 8 institutions constitutionnelles, tout ce dont on attend les activités, c'est le président, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et les 5 autres institutions constitutionnelles. Bien. Donc ça, c'est le dialogue. Maintenant, il faut qu'on aille vers le dialogue. Le dialogue, c'est à plusieurs. Et à plusieurs, on peut le faire. On ne peut pas aujourd'hui gérer le Mali comme hier, hein, sans les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, vous comprenez, de la démocratie et de la décentralisation. Nous avons aujourd'hui, si nous prenons l'ancienne architecture, à peu près 703 communes. Vous comprenez? 703 communes. La libre administration des collectivités, des organes élus. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment impliquées dans le développement du pays pour que l'État lui-même puisse se dédier exclusivement aux missions régaliennes de l'État? Missions régaliennes de l'État, c'est les problèmes de défense, de sécurité, d'affaires étrangères, d'économie, de monnaie. Voilà, l'État veut tout faire. Alors que l'État, comme je l'ai dit, c'est un pouvoir politique, une population et un territoire. Les collectivités territoriales locales sont dans les territoires. La population, c'est cette dynamique des enfants. À peu près 65% des Maliens ont moins de 35 ans. Comment mettre cette dynamique au service de la construction ou de la co-construction du pays? Et justement, ça nous pose à aller vers le système éducatif. Le pouvoir politique, est-ce que le multipartisme intégral tel quel? On a besoin de 290 partis politiques, de 290 projets de société pour le développement du Mali. Voilà les grandes questions que nous devons nous poser. Et je pense que nous avons un certain nombre de pistes. En tout cas, on a un cadre d'analyse aujourd'hui qui nous permet de nous revenir à nous-mêmes, c'est-à-dire revenir à nous et sortir. Mais c'est cette constitution du 22 juillet 2023 qui parle plus de l'avenir et du devenir de notre pays que du passé. Il y a des grandes questions concernant le Mali, concernant le pays et tout, mais il y a quand même une question sur laquelle j'insiste, docteur Sall, c'est de pouvoir revenir là-dessus sur le système éducatif aujourd'hui. Parce que vous faites comprendre que les grandes questions doivent se poser aujourd'hui, mais les grandes questions, comment elles peuvent se poser si le citoyen malien n'a même pas toute cette faculté, cette arme et cette intellectuelle et cette formation académique pour pouvoir se poser ces questions? Bon, quand vous parlez du système éducatif, quand moi j'entends parler il y a deux mamelles. Il y a la mamelle de la pédagogie. On serait très intéressé que vous puissiez avancer tout ça. Justement, oui, il y a la mamelle de la pédagogie, c'est l'éducation des enfants, et les mamelles de l'andragogie, c'est l'éducation des adultes. Il faut travailler sur ces deux mamelles. Mamelle de la pédagogie, l'enfant appartient à qui? D'abord, à sa famille. Et la personnalité de l'enfant se forme entre 0 et 7 ans. Alors, comment nos familles sont gérées aujourd'hui? Donc, si vous voulez aujourd'hui parler des questions d'éducation, il faut aller jusqu'au niveau des familles. C'est extrêmement important. Ensuite, les communautés. Comment c'est géré? Ensuite, vous allez aller dans les trucs de l'école. Vous comprenez? Après l'école, vous allez partir dans le plan du pouvoir politique. C'est-à-dire, vous prenez la charte des partis politiques. On vous dirait que les partis politiques ont 3 fonctions, 3 attributions. Des missions d'éducation. Est-ce que les militants, les citoyens sont suffisamment éduqués, politiquement éduqués, mûrs pour pouvoir faire face aux enjeux et aux défis? Ensuite, ils doivent participer aux élections électorales. Ils ont une fonction électorale. Comment les élections sont organisées? Avons-nous les moyens nous-mêmes de financer nos élections, les tenir, qu'elles soient populaires, démocratiques, régulières, stables et apaisées? Un autre problème à régler. Et la 3e fonction, elle est importante. C'est l'encadrement des élus. Quand vous votez pour X ou Y et qu'en plein mandat, ils quittent votre parti pour aller dans un autre parti, ça pose des problèmes de confiance entre les citoyens et les hommes politiques. Or, c'est eux qui décident. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on aille, n'est-ce pas, dans la 4e République, pour la simple raison que jusque-là, on n'a fait qu'accuser les partis politiques. Mais si vous prenez cette constitution de la 4e République, les organisations de la société civile rentrent comme également des acteurs constitutionnels et qui doivent veiller à la démocratie participative, au contrôle citoyen
et au respect de la redevabilité. Moi, je pense que ce sont ces questions-là que nous devons traiter aujourd'hui. Pas pour nous, hein, nous, notre génération, hein, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà comment moi je vois les choses, et qu'on laisse les réflexes de la Première République, de la Deuxième République, de la Troisième République, qu'on se dise qu'on est dans une nouvelle... Voilà. Bon, non, j'ai dit réflexe. Voilà. Toi et moi, nous ne devons pas nous lutter, nous ne devons pas nous quereller. Non, nous ne devons pas nous quereller sur des questions de la Première République ou de la Deuxième République. Je dis de s'inspirer, c'est tout. Oui, mais on s'inspire. Oui, parce que c'est pas la guerre. Voilà, non, je vais vous dire, on s'inspire pourquoi. Vous prenez les 4 républiques. Aucune des républiques n'a remis en cause les symboles de l'État. Le drapeau du Mali, l'hymne national du Mali, la devise du Mali. On est d'accord. Voilà. Donc, à partir de là, comment nous pouvons travailler pour régler aujourd'hui les problèmes des 22 millions, 500 000 Maliens. C'est ça le grand problème, de mon point de vue. Hein. Tout à fait, mais je pense que quand on évoque le système éducatif, c'est vraiment aussi dans le but, pas de critiquer ou de taper sur qui que ce soit. Il s'agit de vraiment pointer du doigt là où il faut ajuster. C'est dans ce but-là, parce qu'aujourd'hui vous parlez de partis politiques, d'autres. Le système doit être revu pour que les jeunes citoyens maliens doivent s'orienter, parce qu'il y a d'autres qui font des travaux manuels. Ça aussi, c'est un impact quelque part pour le pays. Monsieur Sall, merci beaucoup, docteur Sall. Docteur Diarra, votre avis? Bon, moi, mon avis, j'ai noté beaucoup de choses. D'abord, sur le système éducatif, je pense qu'il faut peut-être, je donne mon point de vue, et je ne suis pas très tendre avec le système éducatif. Je pense qu'il faut aller à procéder à une refonte totale de l'enseignement. L'enseignement technique, l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, mais il faut dire qu'il y a eu des plaies avant. Il y a eu, par exemple, ce que j'appelle le PASS, le programme d'ajustement structurel en son temps, qui est venu raboter fondamentalement l'enseignement dans beaucoup de domaines. Avec le programme d'ajustement structurel, la scolarisation a nettement diminué dans le cadre du PASS. Avec le programme d'ajustement structurel, il y a eu, par exemple, les pays de l'Afrique du Sud du Sahara, qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sahel, ont préféré rembourser le service de la dette à 23 milliards en son temps, des pays confondus, au détriment des budgets de l'éducation nationale. Si nous prenons aujourd'hui l'enseignement, il y a le même problème qui se pose. Il faut la formation, adéquation, formation, emploi. Adéquation en diversifiant les filières. Les filières, c'est quoi? C'est les enseignements techniques, les filières du secteur qui ont des besoins spécifiques de l'économie, où il faut en tenir compte. Ce problème se pose fondamentalement aujourd'hui. Il y a aussi promouvoir les établissements d'enseignement technique. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, tout le monde, on ne va pas faire un parking de chômeurs. D'accord. Voilà. Docteur Diarra, je pense que quand on va arriver peut-être aux perspectives, on pourra notamment avancer sur ça. La société malienne aujourd'hui, je crois que c'est clair, on a une société aujourd'hui qui fait face à beaucoup de défis. Voilà, à beaucoup de défis. Quel est votre constat par rapport à cette société malienne aujourd'hui, de tout fait, s'il faut faire un bilan même? Bon, par exemple, les élections. Oui. Il y a beaucoup de défis, il a dit. On a des problèmes sérieux. Moi, je pense que dans le cadre des élections, dans le cadre de la démocratie en général, dans le cadre politique, il faut peut-être, on a des problèmes. Dans votre analyse actuellement, avant qu'on arrive, oui, votre analyse. Sur les politiques. La société malienne aujourd'hui, comment vous trouvez son évolution? Là, il y a la population a augmenté, il y a l'insécurité, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, mon avis est sur toute cette panoplie. Oui. Bon, mon avis est un avis d'observation pour le moment, mais je pense que dans beaucoup de domaines, les choses ont nettement périclité.
dans la société malienne sous forme de respect, sous forme de politique. Il y a beaucoup de gangrène. Il y a les partis politiques qui sont là. Et comme il a dit, des partis, il y a plusieurs partis, qu'il faut peut-être, on ne peut pas avoir 100 ou 200 partis avec 100 ou 200 programmes. D'accord. Bon, et les militants des partis ne sont pas formés, c'est un peu la cupidité. Je vais vous donner un exemple, j'ai participé à des campagnes au niveau des campagnes de parlementaires à travers le Mali, un peu en montant beaucoup d'aspects. Et ces campagnes, je peux vous dire qu'il faut beaucoup revoir la démocratie, le militantisme. Je me demande des fois, est-ce qu'on est mûr pour aller à cette démocratie? Parce que j'ai vu des élections, j'ai été observateur électoral dans beaucoup de pays. Je sais que c'est un peu l'achat de conscience qui continue dans beaucoup de pays. D'accord. Docteur Salmon, je me retourne vers vous. Juste une question. Vous pensez que c'est le multipartisme qui n'a pas été la bonne approche pour le Mali? Non, ce n'est pas le multipartisme en réalité qui est en cause. Le processus démocratique? Ce qui est en cause, d'accord, c'est les orientations politiques. On peut avoir 1000 partis politiques dans un pays, mais il faut arriver à identifier au moins 6 grandes orientations. On peut dire les socialistes, les communistes, les libéraux, les écolos. Maintenant, quand vous créez votre parti, vous allez dire exactement si vous êtes libéraux ou si vous êtes écologie ou si vous êtes socialiste. Maintenant, quand il y aura les élections, vous ne pouvez pas faire d'alliance avec un autre parti qui n'est pas de la même orientation politique que vous. C'est ce qui s'oppose. Les alliances contre nature auxquelles nous assistons. Des partis qui ne sont pas de même orientation ni politique ni économique, mais lors des élections, ils font des alliances contre nature qui désarçonnent en réalité les citoyens. Parce que les citoyens ne comprennent pas. On peut avoir 1000 partis, mais on peut fixer, identifier 6 grandes ou 7 grandes orientations. Tous les partis qui vont être créés, il faut qu'ils soient de telle orientation. Mais dans vos statuts et règlements intérieurs, vous allez dire exactement quelle est votre orientation. Si vous devez faire des alliances pour conquérir et exercer le pouvoir politique, vous ne pouvez aller à cette conquête qu'avec un parti qui est de la même obédience que vous. Par exemple, je vous donne cet exemple. Je vous donne l'exemple également du mode d'inscription des électeurs. Nous avons pris le mode d'inscription automatique. Une fois que vous avez 18 ans, vous êtes inscrit sur la liste électorale. Vous comprenez? C'est pourquoi on a aujourd'hui 8 millions et quelques d'électeurs, parce qu'il y a 8 millions et quelques qui ont 18 ans et plus. Or, dans les autres pays, dans la quasi-totalité des autres pays de la CEDEAO, l'inscription est volontaire. C'est quand vous voulez voter que vous allez vous inscrire. C'est pourquoi vous allez voir au Sénégal, au Burkina ou en Côte d'Ivoire, 3 millions d'électeurs. Et quand tu as les élections, vous allez voir des taux de participation de 80, 70, 75%. Et chez nous, vous allez avoir 20, 25 ou 35%. Et ensuite, il y a le mode d'inscription obligatoire, comme au Luxembourg et en Belgique. Si vous ne votez pas, vous payez une amende. Il faut qu'on règle tous ces problèmes d'abord. Mais pourtant, il y a eu des tentatives de révision des constitutions. Ça veut dire qu'ils essayaient quand même de mettre... Ça, c'est le mode de conquête et d'exercice. C'est les élections. D'accord. C'est différent. Ça, c'est la loi électorale. Hein, vous comprenez? La Constitution donne les grandes orientations, les grandes lignes. Exactement. Mais j'ai dit, les partis politiques doivent définir, identifier et définir leurs orientations politiques. Vous êtes libéraux. Si vous voulez conquérir et exercer le pouvoir politique, vous ne pouvez vous associer, faire alliance qu'avec des partis libéraux. Vous êtes socialiste, vous ne pouvez faire des alliances qu'avec des partis de votre audience. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi alors ces états de fait ont pu se faire. On peut se faire. C'est une insuffisance de la compréhension de non, pas la du politique. Tout, parce qu'on n'a qu'une trentaine d'années d'expérience multipartisane. Mais la France qui a plus de 100 ans, où sont les vieux partis de France, le Parti socialiste et autres? Ils ont pratiquement disparu de la scène politique française. Donc ça veut dire que c'est l'ordre normal des choses. Mais il faut seulement tirer les enseignements qu'il faut pour améliorer. C'est ce que j'appelle des culs de sac. Quand vous arrivez au fond, vous vous retournez pour chercher le bon chemin. Et je pense aujourd'hui que nous avons l'opportunité de chercher ce chemin, parce que nous n'avons pour le moment que la Constitution de la 4e République, qui doit être désarticulée en loi ordinaire,
en loi organique, en loi d'orientation, en décret arrêté pour régler toutes ces questions qui désarçonnent, de mon point de vue, les citoyens et qui risquent de rompre le cordon ombilical entre le citoyen qui participe et le représentant élu qui décide au nom, n'est-ce pas, de ces citoyens. Donc, c'est des grandes questions sur lesquelles nous devons travailler. Il faut qu'on travaille immédiatement sur la charte des partis politiques pour régler tout ça. Ce n'est qu'après ça qu'on peut parler d'élection. J'ai développé une parabole ou un module qu'on appelle la parabole de la charrue et des bœufs. Il ne faut pas mettre les bœufs avant la charrue. Avant la charrue, vous comprenez? Donc, en réalité, qu'est-ce qui doit tirer? En réalité, c'est les partis politiques. Donc, la charte des partis, il faut vraiment faire une charte des partis à hauteur et envergure de tout ce qui est dit dans cette constitution de la 4e République, pour qu'on ait des bœufs, des partis politiques solides, pour pouvoir tirer la charrue Mali du 21e siècle avec près de 22 500 000 habitants. D'accord. Et aujourd'hui, téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes toujours sur le plateau spécial des 63 ans d'indépendance du Mali. On va passer à un autre sujet. Il s'agit du développement économique, social, environnemental, culturel, jeunesse, sport. Moi, j'aimerais bien avoir vos analyses par rapport à tout ça et l'évolution du Malien sur ces domaines-là. Bon, d'abord, il ne faudrait pas confondre la croissance et le développement. Mais il ne peut pas y avoir de développement sans croissance. La croissance, c'est quand vous avez suffisamment de produits que vous produisez, vous avez des mines, vous produisez. Mais le développement, c'est quand ces richesses-là sont équitablement reparties entre les fils du pays et investies dans les services sociaux de base. Donc, si vous voulez croissance, et de la croissance aller au développement, il faut tenir compte des 3 secteurs. Le secteur primaire, c'est les produits primaires que nous voyons. Allons tout de suite au petit marché d'ici. Vous allez voir que vous avez des oranges, vous avez des citrons, vous avez les trucs. Mais le deuxième secteur, c'est ce qu'on appelle le secteur secondaire, c'est le secteur de la transformation. Et ça, on n'a pas les moyens de transformer tout ce que nous avons comme produits primaires. Allez vers 19h, vous allez voir comment tout est jeté. Ils n'ont même pas de frigo, des trucs pour les conserver. À plus forte raison, les transformer pour que toute l'année, les Maliens puissent avoir ces produits au prix simple. Et maintenant, il y a le 3e secteur qui est le secteur des prestations des services, les services. Mais vous voyez chez nous, ce qui se passe, c'est les services qui sont développés. Alors, les services étant développés, vous rentrez dans toutes les boutiques, vous allez voir que tous les produits qui sont dans les boutiques sont importés. Mais comment vous allez avoir une économie solide? Et c'est le secteur secondaire qui crée le plus d'emplois. La conservation, la transformation, les industries, etc. Il n'existe pratiquement inexistant. Mais nous allons continuer. Vous voyez aujourd'hui les citrons. Il y a 3 ou 4 mois, docteur, oui. Les citrons 2, tu payes pratiquement à 300 francs. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez 10 à 50 ou 100 francs. Mais dans 2 mois, on n'aura plus de citrons. Alors que si on pouvait transformer cela ou les conserver, ça pouvait s'étaler sur les 12 mois de l'année. Donc en réalité, c'est pour vous dire que nous devons travailler sur les 3 secteurs. Le secteur primaire, il faut produire. Le secteur secondaire, il faut transformer, conserver, transformer pour que ça puisse être stable. Et il faudrait également des services, c'est-à-dire du commerce compétent, les transports compétents, des routes qui respectent les normes, vous comprenez, et qu'on utilise également les rails pour faire rentrer nos produits pétroliers du port de Dakar. C'est extrêmement important, parce que le train peut prendre plus que les véhicules. Tout ça, c'est des questions structurelles qui peut-être vont être réglées le moment venu. Mais le problème actuel, c'est sortir le pays d'abord de la crise dans laquelle il se trouve. Il se trouve, d'accord. Merci beaucoup, docteur Sall. Docteur Diarra, oui. Votre avis, vos approches, vos idées par rapport à tout ça? Tout ça. Bon, je vois que
C'est l'ancienne école, il cite Samir Amin, croissance, développement des économistes à l'époque qui était à la mode, où il explique bien ce qu'il dit. Croissance et développement, il y a croissance sans développement, de belles théories, bon, peut-être qui tiennent. Mais moi, je pense qu'au plan économique, il faut peut-être voir de façon générale par rapport à nos voisins, par rapport à beaucoup. Maintenant, on ne peut pas avoir de développement un peu auto-centré ou développement un peu... Il faut peut-être, dans le cadre de l'UEMOA, dans le cadre de la CEDEAO, il faut des économies complémentaires. Mais je pense que c'est déjà en place. Bon, c'est ça en place. Mais dans ce cas, certains pays posent problème. Certains pays posent fondamentalement des problèmes où, par exemple, on a peut-être besoin ici d'industrialisation. Peut-être que... Vous rejoignez Dr Sall en ce moment, oui. Tout à fait. Une mise en place, comme l'a fait à l'époque l'Union soudanaise RDA, puisqu'on parle du 22 septembre, il y a eu une mise en place d'un tissu économique où peut-être qui a essayé de transformer, qui a tenté de mettre en place le pays où il y avait 27 unités, 23 à 27 unités, où on a eu la Sonatam, il y a eu la Somiex, qui a fait ses preuves, même si des économistes modernes nous parlent de compétitivité, nous parlent d'économie administrée et autres. On était distant aujourd'hui de l'économie de marché. L'économie de marché où il y a eu ce mouvement de libéralisation qui est venu tardivement avec à la clé, comme chez les Occidentaux, avec à la clé la compétitivité qui commence à rouiller. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces sociétés et entreprises d'État font l'objet de critiques virulentes l'air du temps. On avait en son temps, il y avait Baguina qui produisait tomates, de fruits, il y avait la Sonatam, il y avait même des usines de menuiserie à Sikasso et autres. D'accord. Il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative. Une tentative aujourd'hui avec l'ère du temps où les économistes modernes vont avec leur rouleau compresseur. Avec l'heure du temps, il faut être dans le temps aussi. Oui, mais il y a toujours la distance du temps. Oui, mais est-ce que j'entendais le paix à son âme, le célèbre footballeur Salif Keita, dire quel est le meilleur joueur au monde. Il dit attention, le temps, chaque joueur est un joueur à son temps. On ne peut pas comparer. Si je ramène un peu, et quand Maradona dit que Pelé est plus fort que lui, d'accord. Je crois qu'il faut tenir compte du temps. Il faudrait tenir compte. Comme l'a dit, le temps et l'espace. J'ai un prof qui insistait et il a fait une agrégation dessus, est extrêmement important. Selon vos approches, Dr Sall, Dr Diarra, on a pu comprendre que il faut reformer le Malien, insérer quelque chose dans la tête du Malien. Est-ce qu'aujourd'hui, ou depuis tout ce temps, on ne se pose pas la question, la compréhension même du citoyen malien, à se dire qu'il faut qu'il rentre dans le moule, qu'il suive les principes, la loi, l'autorité, entrer dans une construction. Aujourd'hui, économiquement, le développement économique est un petit peu à mal. On manque d'infrastructures, on manque de beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs. Qu'est-ce qu'il faut passer comme message ou vraiment voir les problèmes réellement et essayer d'avancer? Oui, moi je pense que c'est une problématique qui a été une constante de l'indépendance à ce jour. Je vous ai parlé, nous, de notre époque, où dans nos programmes, il y avait également ce qu'on appelait la formation idéologique et politique, pour nous permettre de connaître le Mali, de connaître les valeurs qui ont fondé et fédéré le Mali, et de également savoir quelles sont les pratiques que nous devons avoir pour que le Mali puisse avancer. Ceci est extrêmement important. Autrement dit, je n'aime moi pas parler de changement, je parle toujours de transformation. Il faut transformer le Malien. Transformer le Malien, c'est amener le Malien à être malien. Et je pense que si vous remémorez très bien,
Prenez même l'hymne national du Mali, quand on vous dit les champs fleurissent d'espérance et les cœurs vibrent de confiance. Ces chants, c'est les chants Mali. Fleurissent les fleurs, c'est les jeunes du Mali. On a 65 à 70% de jeunes maliens qui ont moins de 35 ans. Espérance, c'est l'espoir, c'est l'espérance, le travail. Les cœurs vibrent de confiance, c'est les cœurs de nous les anciens. Donc on a besoin d'établir le plus rapidement possible des rencontres intergénérationnelles sur le Mali de la Première République, sur le Mali de la Deuxième République, sur le Mali de la Troisième République, sur le Mali de la Quatrième République. Il y a des témoins qui sont là, qui peuvent identifier et véhiculer toutes les valeurs qui ont fondé et fédéré le Mali et à partir desquelles on peut acter à travers un certain nombre de cadres, le cadre d'analyse et d'exercice. Je pense que si vous lisez le cadre stratégique de la refondation de l'État qui vient d'être adopté par le gouvernement pour 10 ans, il est bien dit, un Mali bien gouverné, sécurisé, stable, respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Et la dynamique qu'on a, c'est les jeunes, les femmes, les vieux, pour qu'on puisse mettre cela en œuvre. Autrement dit, je pense que on a tout ce qu'il faut pour se mettre au travail, pour transformer le Mali et pour transformer le Malien. Et toujours en transitant, je dis c'est d'abord la transition culturelle. Hein. Et la culture, c'est l'enracinement en soi et ouverture aux autres. Et nous avons une culture également diverse. Vous allez prendre par exemple le fait qu'on puisse valoriser le rôle et la place des autorités et légitimités traditionnelles. Ce qui est important, parce que ces autorités et légitimités traditionnelles sont désignées selon les us de tradition de chaque localité. Et les us de tradition de chaque localité sont également fondés sur un certain nombre de valeurs. Valeurs de travail, valeurs de vouloir vivre ensemble, de vivre en commun, valeurs de lien de solidarité, valeurs également de développement économique, social, culturel et environnemental. Et je pense que nous avons une chance extraordinaire du fait que les 4 républiques, aucune des républiques n'est remise en cause, n'est-ce pas, les symboles de l'État. Et quand vous prenez les symboles de l'État, vous avez toutes les valeurs qu'il faut qu'on puisse extraire et pouvoir trouver la dynamique qu'il faut et construire le Mali ou co-construire le Mali du XXIe siècle. Vous voyez bien, j'aime dire toujours co-construire, pour la simple raison, on a toujours cru que seul l'État, le gouvernement doivent se mettre au travail, alors qu'en réalité, un gouvernement, un État, émane de qui? De la population. Émane de qui? Du territoire. Alors le territoire actuel étant occupé, il faudrait que nous puissions prier pour qu'on puisse le plus rapidement possible libérer notre territoire et s'attaquer aux problèmes réels de développement durable. D'accord, docteur Sall, le Malien doit mettre la main à la pâte aussi, contribuer réellement. Mais est-ce que le Malien peut mettre la main à la pâte? Et je pense que les téléspectateurs m'en voudront si je ne pose pas cette question, du moment que la plupart des Maliens cherchent à se soigner, à se loger, à s'éduquer et à manger, tout simplement. Moi, je dirais que encore les temps ont changé. Je crois qu'il y a eu l'usure. Le temps joue beaucoup, le temps usé. Et sa génération actuelle et autre, il a bien dit, ne peut pas. Il y a aussi des paramètres qui viennent en ligne de compte. La vie devient plus chère et autres, je ne sais pas. Peut-être qu'aux sociologues d'apprécier. On se rejoint carrément, oui. On a aux sociologues d'apprécier. Mais j'ai entendu dire un président de la République du Mali, dont je ne citerai pas, où il a dit qu'il n'a pas réussi à changer la mentalité du Malien. Donc dans quel sens? Ça aussi, c'est assez important à savoir. Il n'a pas réussi à changer la mentalité du Malien, dans quel sens? Dans le sens peut-être de l'incivisme, dans le sens peut-être de la lutte contre la corruption, je ne sais pas, il a dit en tout cas que ça a été, il reconnaît que c'était un échec. Donc le Malien est encore, c'est qu'on a perdu beaucoup de nos valeurs. Où le docteur Sédou Badian disait que sous Modibo, on avait honte de voler, on avait honte de faire tel. Saya Gausa Maloé
les gens ne prenaient pas un copec dans les sous de l'État. Je sais qu'à Caille, quelqu'un a été, un bonhomme a été accusé, où il s'est donné la mort, où c'était un homme digne. Donc tout ça, c'est une histoire. Tout ça pour symboliser le Malien, la valeur du Malien, la dignité fondamentale du Malien en son temps, l'homme malien. Et il dit, sous la Deuxième République, sous Moussa, les gens avaient peur. Et il dit, sous la Troisième République, c'était peut-être un prestige de voler, on quitte la prison pour venir se pavaner avec tout ce qu'on a pris comme pactole et autres devant le peuple malien, pour narguer le peuple, pour se moquer du monde. Bon, maintenant, sur ce problème de mentalité, je pense que ça peut être une source de recherche et que j'ai personnellement proposé à un étudiant en sociologie, le changement, la mentalité du Malien. Ça peut être l'objet d'une recherche parce que c'est très problématique. Voilà, moi, de façon générale, je n'accuse personne, aucune génération et autres, mais je sais que déjà dans la circulation, je me fais insulter. Hein, j'ai peut-être on a un certain âge aujourd'hui canonique et autres, mais les jeunes et autres, ce n'était pas quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, on avait un respect fondamental des aînés. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'il faut vraiment une prise de conscience. Mais quand on parle de prise de conscience, c'est aussi l'environnement. C'est aussi les ressources énergétiques aujourd'hui. On est encore dans un secteur où l'énergie du Mali est vraiment largement dominée par la biomasse. La consommation totale du bilan énergétique national pour les derniers chiffres en 2014 était de 78%. Voilà, l'électricité aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'en parler parce qu'on est à un niveau où on laisse faire, on subit. On subit. Pour reprendre les termes de certains Maliens, on subit. Votre avis par rapport à tout ça, la protection de l'environnement, le citoyen, l'éducation. Je sais que docteur Sall, vous allez toujours revenir sur la culture, sur l'éducation qui a failli. Non, qu'on a manqué quelque part. Mais écoutez. Moi, je considère l'électricité comme une source d'énergie. Mais pas avoir l'électricité pour regarder le Barça et le Real Madrid. Vous comprenez leur marche. Ou quand vous allez dans les villages, les gens veulent seulement avoir les panneaux pour qu'au bord du goudron, on voit les... Non. Vous savez très bien si on a pu abolir l'esclavage, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, le 19e siècle, le machinisme industriel. On ne produit pas l'énergie, l'électricité pour les loisirs, pour seulement avoir de la lumière. Cette énergie doit être utilisée pour produire, comme je vous l'ai dit, le secteur industriel, le secteur de la transformation, pour réduire, pour transformer nos produits primaires en produits secondaires, pour que le secteur tertiaire puisse les vendre. Moi, j'avais à l'époque, c'était au temps de la Deuxième République, quand on a fait Séléngué, on a pris les fils électriques de Séléngué à Bamako en sautant Yanfolila, qui est une zone par excellence de production de légumes, de fruits et légumes. On aurait dû d'abord, n'est-ce pas, ravitailler Yanfolila en cette électricité de Séléngué pour transformer ces fruits et légumes. Il a parlé de la Socoma, mais j'étais le conseiller technique chargé de la Socoma quand j'étais conseiller technique au ministère de tutelle des sociétés et entreprises d'État. Je sais de quoi je parle. Si on avait fait cela, vous n'allez pas aujourd'hui boire du jus ou des jus provenant de Dubaï, autre. Donc moi, j'ai tout autre une vision de cette question de source d'énergie. Ensuite, il y a la typologie, en réalité, des acteurs. Mais les jeunes, il y a les jeunes ruraux, il y a les jeunes urbains, il y a les jeunes de la diaspora. Mais qui sont les jeunes les plus nombreux? Mais c'est les jeunes ruraux. S'ils viennent ici pour faire l'apprenti mais parce qu'on a été incapable de pouvoir les fixer dans leur terroir à travers ces sources d'énergie pour transformer les produits. Je me souviens, une étude à laquelle j'ai participé il y a peut-être une 25 d'années, mais le Niger et le Mali ravitaillaient
ravitailler la Côte d'Ivoire en oignons. En oignons. Et les oignons étaient produits où? Sur le plateau d'Ogon. Les jeunes Dogon, c'était les premiers producteurs. Et ça rapportait combien au Mali? 2,5 milliards de francs CFA à l'époque. Et aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que j'ai tout autre une conception, une vision de cette question d'électricité, de biomasse. Je les considère comme des sources d'énergie qui doivent permettre de faire le lien entre le secteur primaire, nos produits primaires, arriver à donner les sources d'énergie, à créer des petites et moyennes entreprises pour transformer. Et quand vous allez transformer, mais le commerce va suivre, c'est-à-dire le secteur tertiaire. Voilà comment moi je vois les choses. Mais je ne vois pas l'électricité pour qu'on puisse regarder un match entre Arsenal et Manchester City ou autre. Non, non. Qu'on électrifie, qu'on donne ces sources d'énergie dans nos villages, que nos jeunes ruraux puissent avoir des petites machines pour faire les transformations et ravitailler les sociétés, les villes de consommation comme Bamako, etc. Mais j'ai envie de pleurer quand je vais au petit marché de Médine où je vois des oignons qui sont importés des Pays-Bas. Comment tu peux comprendre ça? Je vois des oranges, des trucs qui sont importés du Maroc. Et nos jardiniers, ceux qui faisaient les oranges et autres là, mais ils sont pratiquement tous en faillite. C'est une nouvelle dynamique. C'est ce qu'on appelle la vision. Et chez les Allemands, la vision, c'est la conception du monde. Et c'est cette conception du monde que nous devions hériter de nos pères, de nos grands-pères, etc. Les Sundiata Keïta et autres là, ils faisaient des épingles, ils faisaient des aiguilles pour coudre leurs habits. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas produire une épingle, nous ne pouvons pas produire une aiguille. Combien de siècles après? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Docteur Diarra, je suis désolé. Après ça, pour rajouter quelque chose, il faut vraiment y aller. Hein? Oui, je vais ajouter, j'ai beaucoup ajouté. On y va. Hein? Oui, je pense qu'on a un problème d'énergie fondamentale. Est-ce que ce n'est pas un peu, on n'a pas une part de responsabilité? On a des besoins d'énergie solaire. Que j'ai suivi une émission, on a des milliards de rayons de soleil en Afrique et autres. Le bon Dieu nous donne ça pour qu'on puisse en jouir ou en transformer. C'est un don du bon Dieu. Mais en Afrique, combien de lampes marchent ici sur le solaire? Bon, je n'en vois pas. On est tous liés à l'énergie thermique, hydrocarbures, et peut-être hydraulique. Je veux un engagement fort en matière de développement durable et un programme d'énergie renouvelable, une transition énergétique, c'est-à-dire le soleil, l'eau et le vent, même l'hydrogène. On peut en faire quelque chose. Nous avons des talents, nous sommes les Maliens très intelligents. On peut, mais ces intelligences dorment. Ce n'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle la finitude des ressources fossiles. C'est vrai qu'on a beaucoup de ressources fossiles, on parle du pétrole, on parle du gaz et autres, mais il y a ces énergies-là qui sont là, le soleil, l'eau, l'éolien. Je ne vois ça qu'en Europe, l'éolien et autres, nous on en est capable, on a du vent, pas à des degrés différents. Aussi, et qu'il a dit, il veut ça pour regarder Barça et autres. Moi, je ramène au fleuve Niger. Est-ce qu'on ne peut pas parler du fleuve Niger? Quel est l'état général du fleuve Niger? Tout à fait. Docteur Diarra, on va se retrouver. Voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de... Et aussi, c'est une approche, une analyse que je fais avec vous. C'est que on remarque les campagnards, si on peut les appeler ici, ce n'est pas une appellation dégradante, au contraire. Péjorative. Voilà, qui viennent dans les grandes villes. Mais ils n'ont pas cette mentalité. Aujourd'hui, quand on parle de Bamako, on dit que Bamako est un grand village. Ça veut dire quoi? C'est le flux d'arrivée de ces populations de nos campagnes qui viennent avec un certain air et tout, et ils sont accrochés au téléphone.
Ce même citoyen qui quitte la campagne et qui vient à Bamako est prêt à mettre 50 000, 75 000 dans un téléphone que de pouvoir avoir même des bases. Aujourd'hui, comment le citoyen peut, selon vous, docteur Sall, se réveiller de tout ça? Bon, j'ai toujours défendu. Pendant une trentaine d'années, j'ai toujours dit que Bamako est virtuel et que Bamako est gouverné mais n'est pas administré. Virtuel pourquoi? On est là, les trois. Nous partons tout de suite à Caille, on va nous demander. Alors, ça va à Bamako? Chacun de nous va dire oui, ça va à Bamako. Mais alors qu'aucun de nous n'est à Bamako. On est beaucoup plus dans des collectivités. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé au docteur. D'où il est? Il dit il est de Calaban. Calaban, c'est quelle commune? C'est quelle commune? C'est la commune 5. Tout à fait. Moi, je suis à Lafiabou en commune 4. Et vous? 5. Commune 5. Bon, vous voyez, on ne sait même pas ce qui se passe en commune 5. À plus forte raison, ou en commune 4, à plus forte raison, Bamako. Autrement dit, on n'a pas suffisamment travaillé sur les collectivités. Ceci est extrêmement important. Donc, Bamako est virtuel. Comment rendre Bamako vertueux? Il faut responsabiliser dans le cadre des transferts de compétences, des ressources, d'un certain nombre de prérogatives. Vous savez, les domaines transférés, le problème même de la citoyenneté, du sport, même de l'eau, n'est-ce pas, de l'école. Bien des choses sont transférées aux collectivités territoriales. Mais est-ce qu'on a mis les moyens qu'il faut pour que ces collectivités puissent travailler? Mais les collectivités viennent prendre de l'argent au niveau de l'État central. Tant que cela se passe, ça veut dire que nous n'allons jamais nous développer. Donc il faut arriver à mettre les collectivités en posture de pouvoir travailler sur nos ressources primaires, qu'on puisse les transformer et commencer, elles, à venir déposer de l'argent dans le trésor public malien. Mais si c'est l'État qui doit, à travers les affaires étrangères, aller chercher de l'argent à l'extérieur pour venir donner aux collectivités, c'est-à-dire qu'on est loin d'être sur la voie de la... J'ai dit Bamako est gouverné, n'est pas administré. Pourquoi? Aujourd'hui, on vous dit que Bamako, ça fait 3 millions d'habitants. Vous avez un gouverneur avec son directeur de cabinet, avec 2 conseillers. Il n'y a pas de préfet à Bamako. Bamako est la seule circonscription administrative région au Mali qui n'est pas de préfet. Depuis 15-20 ans, on est en train de dire mettez au moins un préfet rive droite et un préfet rive gauche pour charger des questions d'administration. Maintenant, le gouverneur gouverne, mais les préfets administrent au niveau de ces collectivités territoriales. Donc, ce changement profond, il faut le faire pour sortir Bamako de sa virtualité à la vertu. Et cela ne peut se faire que, en même temps, ce que je vous ai dit, qu'on mette les sources d'énergie au niveau des zones de production du Mali pour transformer, n'est-ce pas, nos produits primaires et pouvoir ravitailler nos marchés. Pour que les populations restent sur place. Voilà. Effectivement, ça résoudra un problème de migration aussi. Oui, mais je vais vous dire, là, j'ai fait une recherche où je me suis rendu compte qu'en réalité, avant on parlait d'exode rural, c'est-à-dire les gens quittaient les villages, mais en réalité, c'est les villes qui sont en train de manger les villages. Vous allez prendre d'ici jusqu'à Koulikoro, vous allez voir que toutes les terres sont des titres fonciers, etc. Or, les terres sont faites pour produire, mais pas pour porter des bétons. Je suis désolé, mais c'est ça. D'accord, merci beaucoup, docteur Sall. Docteur Diarra. Oui, docteur, je m'excuse. Hein. Oui. Allez-y. Oui, bon, monsieur Sall, c'est peut-être que sa question, c'est aux autorités d'apprécier. Un homme avisé d'expérience. C'est aux citoyens d'apprécier, je vais dire, pas aux autorités, aux citoyens. C'est les citoyens qui subissent. Non, les autorités, c'est eux qui enclenchent. Oui, qui enclenchent les débats. Vous faites partie de l'autorité. Les autorités engagent, c'est les citoyens qui décident. Hein, et les administrateurs ici, la prise de conscience, ça c'est un peu large. Hein. C'est-à-dire que s'occuper du citoyen malien. Mais ça a été l'objet d'un débat récurrent. Le citoyen malien, à la conscience du citoyen malien, on l'a tenté dans plusieurs domaines. On l'a tenté dans le domaine politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de militants politiques dans des partis.
il n'y a que le plus offrant qui gagne aux élections. Il y a des militants dans des partis, je parle de partis bien structurés, dans des pays où les partis sont eux-mêmes, et des gens qui se réclament, qui sont dans des partis qui réclament, qui ont des objectifs. Ça c'est les partis politiques. Non, je prends un aspect. Voilà. Et dans l'aspect aussi de l'administration, on assiste à beaucoup de corruption. Et là, ça c'est un problème de civisme, un problème de conscience, un problème d'honnêteté. Qu'est-ce qui fait que, moi peut-être je vous retourne la question, ce qui est anormal, qu'est-ce qui fait que, avec tout ça, on trouve des Maliens, Retors et autres, qui détournent les deniers publics? Moi, je ne saurais vous répondre, c'est à vous. Docteur Diarra, merci beaucoup par rapport à ça. On a essayé de retracer un petit peu beaucoup de points des 63 ans d'indépendance du Mali. On ne peut pas aujourd'hui faire un bilan sans pour autant faire ressortir peut-être les forces et les faiblesses. On va voir un petit peu les forces aujourd'hui du Mali qui peuvent toujours être exploitées et qui doivent durer. Les forces du Mali, c'est les forces humaines. C'est quand vous avez une population jeune, ça donne tous les espoirs. C'est extrêmement important. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille en milieu jeune avec les jeunes. Et j'ai toujours dit que nous avons des jeunes merveilleux. Il reste seulement à les encadrer. Les encadrer par la voie, n'est-ce pas, du savoir, des connaissances et du travail productif et porteur. Et le problème de l'éducation. Parce que le problème est que le Mali a à peu près 65% des Maliens ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Ça, c'est une faiblesse, mais une faiblesse qui peut être aussi une opportunité pour être, n'est-ce pas, pour faire avancer, pour être des forces. Comment? Mais en passant par le biais de l'alphabétisation. Vous savez, je prends toujours l'exemple de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Voilà deux pays avec Amilcar Cabral qui ont fait la guerre de libération. Après la guerre de libération, quand ils ont pris leur indépendance, ils se sont séparés. La Guinée-Bissau est partie à part, les îles du Cap-Vert sont allées à part. Les îles du Cap-Vert ont fait le pari, se sont donné 10 ans pour que tous les Cap-Verdiens et Cap-Verdiennes apprennent à lire, à écrire et à calculer. Et en 10 ans, aujourd'hui, tous les Cap-Verdiens arrivent à écrire, à calculer. Et aujourd'hui, le Cap-Vert est un pays émergent. On leur prête même de l'argent sans mettre au FMI, Banque mondiale derrière eux, parce qu'ils gèrent bien leur pays. Donc c'est pour vous dire que l'alphabétisation, l'accès au savoir, aux connaissances, c'est extrêmement important. Mais la Guinée-Bissau est dans le tout. Vous n'aurez pas eu l'impression que ces deux pays sont allés ensemble. Donc il faudrait qu'on investisse dans ce que les socialistes appellent le capital humain. C'est extrêmement important. Et le Mali a ce capital humain qui existe. Autant les populations vieillissent en Occident, autant les populations se rajeunissent dans notre pays. Ça, c'est une force. Maintenant, il suffit d'aller dans l'action. D'accord, docteur Diarra. Oui, moi je crois que dans le même sens que lui, il faut peut-être l'alphabétisation qui a été vraiment à la pointe depuis sous la Première République. Il y avait une émission à la radio Golo, tout ça, les gens, et dans des écoles, les grandes écoles de quartier, la nuit, on faisait alphabétiser les gens. Et je pense que ça a plus ou moins porté son fruit. Et je pense aussi que dans un pays, l'élément fondamental, la ressource essentielle qui peut faire gagner un pays, qui fait faire marcher un pays émergent, tout, c'est l'éducation nationale. Et au départ et à la fin. Au plan éducatif, moi je pense que au niveau même des universités de l'enseignement supérieur, comme je vois autour de moi, certains pays, on n'est peut-être pas à la traîne, hein, on n'est pas en wagon de retard, mais je veux qu'on essaie de voir un peu regardant à côté des voisins. Moi je veux, dans l'enseignement supérieur,
au niveau du CAMES, on en a beaucoup d'ailleurs en scientifique, des professeurs agrégés de médecine. Maintenant, il faut qu'au niveau de l'université, qu'on ait beaucoup d'agrégés dans tous les domaines, en économie, en droit, en sociologie, j'en passe, pour dire que, comme il a dit, les jeunes sont des ressources, les jeunes sont talentueux, ils ont la faculté de bien comprendre rapidement. Je pense qu'on a peut-être des insuffisances à ce niveau. Des insuffisances du fait qu'il faut revoir sur ce plan notre système, faire passer les maîtres de conférences, ou je ne sais pas, je n'attaque personne. Il faut au niveau du CAMES, les Maliens sont bien capables. D'accord, ok. Voilà. Mais vous avez donné des approches concernant l'éducation, le civisme, la citoyenneté aujourd'hui. Ça, beaucoup de Maliens le savent, mais on n'applique pas. Il suffit que le Malien sort, avant même qu'il sorte, dès qu'il atterrit dans une ville et capitale, on a l'impression que le citoyen, il a carrément changé. Il arrive à respecter les lois régies dans le pays qu'il accueille. Aujourd'hui, au Mali, il y a aussi un fait, il s'agit de l'injustice, l'impunité. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'il faut un petit peu revoir? Bon, vous dites que quand les Maliens sortent, ils respectent les règles. Mais quand le Malien sort, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Prenez quelqu'un qui ne parle pas japonais, ou qui ne parle pas espagnol ou italien, qu'il aille en Espagne, en Italie ou au Japon, il ne comprend pas ces langues, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord apprendre la langue. Si tu ne apprends pas la langue, comment tu peux connaître les droits, les principes, les règles de ce pays? On n'a qu'à appliquer la même chose. Surtout, on a dit maintenant que toutes les langues nationales peuvent être des langues officielles. Vous prenez la zone des Grands Lacs, c'est futuriste. Je m'y bats depuis longtemps et je continue à me battre là-dessus. Là où il y a les bozos, qu'on leur apprenne les métiers de la pêche, qu'on les alphabétise, n'est-ce pas, dans la langue bozo, et les hameçons, les trucs, on leur explique toutes les techniques pour prendre les trucs. Mais un Kaysien, un Kassoké qui veut être pêcheur, va aller dans cette zone, il va apprendre le bozo et il va être un bon pêcheur, etc. Donc je vais vous dire seulement que la transformation passe par ce biais. Donc en ce moment, vous allez sortir des formations académiques. Moi, je tire toujours l'éducation vers la famille. Je ne tire pas l'éducation vers le haut. Parce que les groupes d'âge, les familles qui se côtoient, vous comprenez votre terroir, vous parlez la même langue, etc. Ça, c'est des facteurs d'unité. L'unité des familles, l'unité des communautés, l'unité des collectivités, l'unité du peuple. Ceci est extrêmement important. Mais là où il y a les peuples, tout le monde sait qu'ils vivent de quoi? Leur système de production, c'est l'élevage. On leur enseigne les métiers de l'élevage. Je vois les ceintures, les boutons, les trucs, les cuirs, là, tout ça transformé. Mais écoutez, allez aux abattoirs, vous allez voir. Ce qu'on fait des peaux des vaches, des peaux des bœufs, des peaux des moutons sont jetés. Les cornes sont jetés, ou peuvent être transformés. Donc on va également imposer dans ces zones où on doit développer les métiers, n'est-ce pas, de l'élevage, la langue Peul. Tu veux quitter, tu es Sénoufo, Minyanka, tu veux apprendre les métiers de l'élevage. Surtout maintenant, il y a tellement de bovins, d'ovins à Sikasso, même plus qu'aujourd'hui la région de Mopti. Mais ils vont apprendre ces langues-là. Autrement dit, il faut inverser. C'est pourquoi j'ai parlé de développer ce que j'appelle, pas les écoles du village, mais les écoles de village. Dans tel ou tel village, quels sont leurs systèmes de production? Qu'est-ce qui leur permet de pouvoir produire et gagner de l'argent? On va mettre le point sur ça. Autrement dit, on doit revoir, de mon point de vue, le système éducatif de la naissance au cercueil. Où est-ce que vous êtes né? Quels sont les us de tradition? Votre terre, votre terroir, vous pouvez produire quoi?
Or, c'est des bons techniciens, mais ils ne sont pas alphabétisés. Vous voulez faire des installations aujourd'hui dans votre maison, allez devant les sièges de l'énergie. Vous allez voir des jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Ils vont faire une installation, ils n'ont jamais été ingénieurs. Ce qu'ils peuvent faire, un ingénieur ne peut pas le faire. Parce qu'ils sont dans la pratique. Il faut que nous travaillions sur ça. Qu'on rentre à l'école, on est éduqué d'abord pour produire et pouvoir être autonome. C'est pourquoi je cite toujours cette triptyque. Être pauvre, c'est sans savoir, sans avoir et sans pouvoir. Sans savoir, si tu ne connais rien, tu ne peux pas avoir de revenus. Même si tu as appris à cirer les souliers, tu peux gagner de l'argent avec ça. Et quand tu as le pouvoir, c'est-à-dire que tu deviens autonome. Tu te nourris toi-même. On ne te dira pas dans la maison, bofou ça fou. Et besoin n'a pas chiti là. Donc, sans savoir, sans avoir et sans pouvoir, il faut que nous travaillions sur les connaissances, les savoirs, pour que les gens puissent gagner suffisamment d'argent et pour qu'ils puissent être autonomes. Si les villages, les communes arrivent à être autonomes, je pense que ce sont les cercles qui sont autonomes. C'est les régions, le Mali, qui seront autonomes. Et nous allons en ce moment vers ce que le professeur demande, le développement durable, mais pas à travers des dynamiques exogènes, mais des dynamiques endogènes. Endogène d'abord, après exogène. Oui, mais les gens vont venir chercher. Tout à fait. Mais regarde le marché, regarde, ils viennent chercher les camions sénégalais autres là, ils viennent prendre les arachides, tout ça. Mais quand tu produis là, et que tu arrives à transformer là, mais les gens vont venir. Comme vous l'avez dit, c'est malheureux, c'est les camions marocains. Voilà. C'est les camions marocains. Bon, vraiment, c'est des questions, je vais vous dire seulement que c'est des questions structurelles qu'on ne peut pas sérieusement traiter en période de transition. Mais c'est futuriste. Hein, c'est cette conception du monde que nos ancêtres avaient, que les pionniers de l'indépendance avaient. Et on est à 63 ans. 6 plus 3, ça fait combien? 6 plus 3? Logiquement, 9. Alors, si ça fait 9, donc 10, on doit pouvoir amorcer un nouveau départ pour le Mali du 21e siècle. D'accord, merci Hugo. Docteur Diarra, vous avez quelque chose à rajouter sur cette petite parenthèse? Non. Non, du coup, on va avancer. L'évaluation, voilà. alors que... Donc, faisons une évaluation. L'évaluation, alors. Nous, on est à notre 4e République, mais vous prenez notre consoeur, le Niger, ils étaient à leur 7e République, ils vont vers leur 8e République. Donc, faisons en sorte que les évaluations que nous sommes en train de faire, qu'on puisse en tirer les enseignements qu'il faut pour vraiment que la nouvelle république qui s'est annoncée puisse être une république qui puisse nous permettre d'opérationnaliser enfin les symboles de la république. Là. Un peuple, un but, une foi, le Mali, le drapeau vert, or, rouge, c'est extrêmement important. Voilà comment moi je vois les choses. Je préfère parler d'évaluation que de bilan. Docteur Diarra, votre évaluation en ce moment? L'évaluation que je fais, c'est une évaluation à peu près générale. Pas sur le Mali seulement, parce que beaucoup de pays sont venus à l'indépendance. Les années d'indépendance, c'est en 1960. Quand j'ai fait un pays d'Asie, où j'ai passé 2 ou 3 mois, la Chine particulièrement, et j'ai compris que l'indépendance des Chinois, l'indépendance de la Chine, c'est en 1949. Oui. Et 49 et moins 1960. Je pense que vous êtes fort en calcul mental, madame. Allez-y, faites votre voilà. développement. La différence n'est pas énorme. Quand je vois ce qu'ils ont fait, je parle sincèrement, de mon point de vue, ça me pose des problèmes à mon niveau. 49, 60, ce n'est pas très très loin. 11 ans. 11 ans, merci. Et regarde la différence de développement. À qui la faute, il a dit, le docteur Sall a parlé de beaucoup de choses. Ça doit nous amener à réfléchir profondément. Je ne porte pas ou je ne jette l'opprobre sur personne, mais c'est un domaine où c'est un sujet de méditation.
Oui, vous voyez. Votre évaluation, ça s'achève là. Mon évaluation, C'est plutôt des questionnements, votre évaluation. c'est profond mes questionnements, madame. Je préfère que vous développez pour Mais nos comme téléspectateurs, développer, pas forcément pour développer, on a peut-être, vous voulez me tirer le verre du nez? Tout à fait. Ah oui. On a peut-être pris un retard considérable. On a peut-être pris des retards dans beaucoup de domaines sans qu'on manque de talent, sans qu'on manque d'ingéniosité. Je vois qu'un jeune Malien a fabriqué une voiture, ou dans des pays et autres, ou dans beaucoup de pays, je vois des exceptions, des ingéniosités. Et qu'est-ce qui a fait que pendant ce temps, nous, on dormait? Selon vous, alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Comme il y a eu à tout, peut-être des régimes de 60 à aujourd'hui, il y a eu peut-être des insuffisances. Et parfois beaucoup d'insuffisances. Il y a eu au plan éducationnel et autres, on n'est pas sorti, on n'a pas fait grand-chose. Au plan industriel, on ne devait pas être arrimé fondamentalement à ces pays dits riches quand même. Pendant tout ce temps, on était amené peut-être à réfléchir à certaines choses. On parle aujourd'hui du Rwanda comme un pays modèle peut-être qui s'est auto-centré, qui a peut-être volé de ses propres ailes quelque part. Et je reviens toujours à ces questionnements, madame, mais avec ces explications. Mais je me pose, c'est vraiment un sujet fondamental de méditation de tout Malien conscient, de tout Africain conscient. 49, 60, 11 ans, ce n'est pas une grande différence. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur Sall, docteur Diarra. On ne saurait terminer ce bilan sans parler de l'actualité et des faits récemment. Le Mali qui aujourd'hui se trouve à la portée ou carrément dans la 4e République. On peut en parler. La 4e République, quel espoir, quelle perspective aujourd'hui pour pouvoir remettre à pied davantage le pays, le Mali, on va dire. Oui. J'ai développé un concept que j'ai appelé le patriotisme intelligent. Patriotisme intelligent, ce n'est pas quelque chose. Quand l'essentiel est en cause dans un pays, il faut s'attaquer à l'essentiel. Il faut qu'on sorte rapidement de la guerre ou des guerres des républiques. On dira toujours après les élections, président de la République, chef de l'État. L'État malien n'a pas changé de 1960 à ce jour. Vous avez eu aujourd'hui 4 républiques, mais c'est toujours l'État du Mali, sans compter les différents coups d'État qui ont eu. Quand il y a eu le coup d'État de 68, 19 novembre 60, on a parlé du président du comité militaire de libération nationale, chef de le dénominateur commun, c'est l'État. Donc qu'on s'attaque, qu'on comprenne que les guerres des républiques là ne nous mènent nulle part. Chaque fois qu'il y a une république qui tombe, la suivante, vous comprenez, etc., etc. Et l'État, c'est une continuité. Et dans le cadre de la continuité de l'État aujourd'hui, comme il a cité le Rwanda, j'ai été au Rwanda, et Paul Kagame, quand après tous ces génocides-là, il dit qu'ils se sont donné 3 mots d'ordre au Rwanda pour pouvoir s'en sortir. Ils ont fait d'abord le choix d'être rassemblés. Eux, Rwandais, ils ont fait le choix d'être rassemblés. Donc quand est-ce que nous, Maliens, nous ferons le choix d'être rassemblés? Pour être rassemblés, on ne peut être rassemblés qu'autour de l'État du Mali, qui est aujourd'hui agressé dans sa 3e dimension, qui est le territoire. Il dit, Kagame a dit, nous avons fait le choix, nous, Rwandais, chaque Rwandais est redevable d'abord vis-à-vis de soi-même. Est-ce que nous, Maliens, chaque Malien se demande, ah, je dois au Mali.
Voilà ce que je dois au Mali. Donc si je dois ça au Mali, je dois le Mali ou la mort. Et c'est ce qui incarne même le rouge du drapeau national. Et puis, troisième mot d'ordre qu'il a dit, nous avons fait le choix de voir loin, la vision, très loin, très très loin. Donc si nous arrivons aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, à dire c'est vrai, c'est la constitution de la 4e République, mais derrière cette 4e République, il y a eu les 3e, les 2e, les premières républiques, mais toutes ces républiques avec un dénominateur commun, c'est l'État du Mali, et que l'État du Mali actuellement connaît d'énormes difficultés et qu'il n'y a pas d'autre choix pour s'en sortir que d'être rassemblé et que chaque Malien se sente redevable vis-à-vis de cet État, vis-à-vis du Mali, et qu'on fasse le choix de voir loin pour construire le Mali du XXIe siècle. D'accord, merci beaucoup. Docteur Diarra. Oui, après, bon, ce brillant plaidoyer oui, du docteur Sall, bien connu, avisé, moi je voulais faire un rajout de ce qu'il a dit. Je n'ai rien à ajouter. Je retiendrai son point de vue, mais qu'en ce jour mémorable du 22 septembre, je veux qu'on rende hommage quand même aux dirigeants de l'Union soudanaise, comme le disait mon grand frère Kanouté, il vient de Moukourou, aux dirigeants au père de l'indépendance, mais au peuple malien. Et au peuple malien, et le débat est aujourd'hui actuel, le problème de souveraineté, les aspirations au problème de souveraineté et qui revient, les aspirations à la quête de l'indépendance nationale, l'indépendance économique qui souffle aujourd'hui dans le cœur de leurs petits-fils. Et maintenant, dans le cœur de leurs petits-fils, aujourd'hui, je pense que la justesse du combat est reconnue, menée par les dirigeants de l'Union soudanaise RDA, le peuple malien, paix à son âme, comme l'a dit mon grand frère Kanouté, et l'histoire maintenant malien, où le peuple malien est équitable vis-à-vis de ses dirigeants, peut-être 63 ans après. Et moi je dirais qu'à l'époque, ils ont eu tort d'avoir raison, peut-être trop tôt. Et malgré les erreurs, comme il a dit, les fautes commises en début des erreurs, je pense que ces pionniers de l'indépendance qui ont combattu le colon ont mérité de la nation, ont mérité du Mali. Ils ont bâti, fondé la jeune république moderne, le Mali contemporain, en lui donnant son indépendance, ses institutions, le rayonnement dans le monde. Et c'était des dirigeants de responsabilité et de devoir qui manquent aujourd'hui le paragon moral et qui vivaient au-dessus de tout soupçon. On a vu des dirigeants, après le coup d'État de 68, des gens libérés qui n'avaient plus là, qui ne savaient pas, qui n'avaient pas de domicile. Un ministre qui a été chez sa sœur, donc avec ses enfants. Je veux simplement dire que le peuple malien a reconnu, le peuple malien aujourd'hui, a ressuscité ces gens comme Lazare. Lazare, c'est qui, quand le Christ est venu, ressusciter son ami qui était déjà mort. D'accord. Bref, moi, ce que je voulais ajouter, après ce qu'il a dit. D'accord, merci beaucoup, docteur Diarra, pour ces mots, pour ce résumé, on va dire. C'est pas un plaidoyer, là, cette fois-ci. Non. Du tout. Ouais. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de notre plateau spécial consacré aux 63 ans d'indépendance du Mali. Votre mot de la fin sera les perspectives pour les prochaines années. Oui, mais je crois qu'elles ont été déjà dites, mais juste peut-être interpeller les citoyens.
Mandé TV et inviter les médias du Mali d'en faire autant, sinon plus. Parce que sans communication, je pense qu'on ne va pas régler les problèmes. C'est pourquoi on dit que le dialogue commence, et plutôt la démocratie commence par le dialogue. Et qui parle de dialogue, parle de communication, ceci est extrêmement important. Et je suis sur ce plateau le cœur serré, compte tenu du fait des attaques que nous connaissons, et souhaiter que nous cherchons, que nous arrivons à être rassemblés et que chacun de nous soit redevable vers le Mali, envers le Mali, ça aussi je l'ai dit, et voyons le Mali de demain, et que tout ce que nous posons aujourd'hui en tant qu'adultes, en tant qu'anciens, que nous disions que nous ne les posons pas pour nous-mêmes, mais nous les posons pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est-à-dire le Mali du XXIe siècle, le Mali du développement durable. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres d'avoir toujours dans l'esprit que cette période a coïncidé le passage du monde d'un siècle à un nouveau siècle, du XXe siècle au XXIe siècle. Alors il se trouve que vous avez les générations du XXe siècle avec les générations du XXIe siècle. Donc demandez à nous qui sommes de la génération ou des générations du XXe siècle de laisser un de nos pieds dans le XXe siècle et de mettre l'autre pied dans le XXIe siècle. Et demander aux générations du XXIe siècle d'accepter de laisser un pied dans le XXIe siècle et de mettre l'autre pied dans le XXe siècle pour qu'on puisse avoir des rencontres intergénérationnelles, pour qu'on puisse travailler de façon structurée sur le passé, le présent, l'avenir et le devenir de notre Maliba. Merci beaucoup, docteur Sall. Merci beaucoup. Docteur Diarra, votre mot de la fin. Mot de la fin, d'abord je commence par vous remercier fortement de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce plateau de télémandé, ou mandé télé. Et comme l'a dit le docteur Sall, je pense que moi je fais fondamentalement confiance en l'avenir du Mali. Je ne baisse pas la carte, je ne suis pas loin d'être optimiste, je suis pessimiste, et loin d'être pessimiste, je suis optimiste. Comme le dirait un de mes profs, si tu es optimiste, il n'y a pas de raison de jouer sur la terre. Ensuite, je veux dire que maintenant, il faut peut-être que, comme il a dit, les républiques qui sont passées peuvent constituer une trace et un présent pour l'avenir. C'est clair. Et ces républiques, on ne peut pas dire que c'est fondamentalement ceci ou cela. De bonnes choses, il y en a eu. Et maintenant, il faut qu'on tire ces leçons. Il faut aussi que les Maliens quittent, que les Maliens se rassemblent. Les Maliens ont l'ADN de la division entre eux. Et je sais qu'il y a un peuple au monde qui se divise, qui sont fondamentalement adversaires entre eux. Dès qu'ils ont quelqu'un en face, ils se regroupent tout de suite, comme il a dit. Et la citation de Kagame, le pouvoir de rassemblement, le pouvoir de s'aimer aussi, oui. Et le pouvoir de s'admettre. Ça, c'est fondamental. On a des peuples autour de nous qui ont l'air de pouvoir nous montrer des exemples dans ce sens. Je pense qu'il faut qu'on soit dans la bonne direction de la dignité, du courage, de la compassion et de s'aimer fondamentalement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur Diarra. C'est sur ces mots que prendront fin ce plateau spécial 63 ans d'indépendance du Mali. On a fait un petit bilan, une évaluation quelque part.
et on a posé quelques perspectives pour les prochaines années. Notre plateau prend fin. Nous avons comme invité Dr Abdoulaye Sall, président du Cercle de réflexion et de l'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. Il a été ancien ministre, ancien directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Docteur Sall, merci beaucoup. Merci. Vraiment d'avoir été sur le plateau de Mandé TV. Merci pour l'invitation. Merci bien. Second invité, Dr Gaoussou Diarra, professeur à l'université de Bamako en faculté de droit privé. Il a été également conseiller, ancien conseiller technique au cabinet de Premier ministre et ancien diplomate. Monsieur Diarra, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci bien. Téléspectateurs de Mandé TV, pour terminer, je dirais tout simplement une discipline s'impose pour tout citoyen malien qui doit davantage s'imprégner du patriotisme, du travail, du courage, de la sincérité, de la transparence et du civisme. Et cultiver au quotidien le bon sens pour un Mali émergent. Téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours connectés sur nos ondes et allez aussi visiter nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Nous saluons la technique qui a assuré le tournage d'aujourd'hui. On se dit à une prochaine. Thank you.